Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Critérion. Aujourd'hui, on continue à explorer les films de la collection. On est maintenant déjà au numéro 24. Je suis toujours en compagnie de mon co-animateur et copain, Alexandre. Ça va, Alex? Ben, ça va très bien, J'ai bien hâte de parler de ce film-là qui m'a fait une très bonne impression. C'était notre deuxième Kurosawa et puis je l'ai vraiment plus apprécié, étonnamment. J'ai plus apprécié que Seven Samurai, hein? Mais bon, on pourra en parler plus en détail. Tantôt. Tard, ben oui, oui, c'est ben, ça. Certainement. Puis pour notre numéro 24, on a décidé d'inverser là, nos sections. Fait que dans le fond, je vais prendre les parties de la fiche technique et l'édition Critérion, la présentation des acteurs, puis Alex va prendre mes parties habituelles d'information et de références dans la culture populaire. On change le mal de place, hein? On essaie ça. de se réinventer, pas de se réinventer nécessairement, mais on essaie de, je sais pas, de changer un peu la dynamique. Voir, Ouais, ben c'est ça, mais c'était différent aussi là, de faire ces recherches-là. Moi, j'étais pas dans ma zone de confort du tout. Je sais pas pour toi comment ça s'est passé. Somme toute, c'est bien, mais j'ai l'impression que... Non, ça va. Moi, c'est ça, j'essayais quand même de lire le plus d'informations que je pouvais, même si je faisais juste la moitié de la partie, juste pour plaisir personnel, puis aussi parce que j'écris les critiques, là. Fait que j'essaie d'avoir un plus grand portrait, mais non, je trouve ça bien. Puis c'est sûr qu'on a deux films où parce qu'on a déjà préparé notre prochain qu'on va enregistrer probablement après, mais qui c'est ça, les deux ont pas tant d'informations malgré que ce soit en tout cas des bons films, mais bon, on y reviendra. Moi la dynamique, c'est ça, je l'aime quand même assez bien, puis on verra comment comment t'as trouvé ça. Ben oui, c'est ça, non, j'ai trouvé ça correct, somme toute, mais c'est ça, je sens que je suis pas dans ma zone de confort, mais je suis pas dans des sujets. Ben, je dirais peut-être que faire les informations puis les références, c'est quelque chose qui me ressemble plus, j'ai l'impression. Fait que aller dans le Critérion puis la fiche, c'est moins mon genre. Ouais. Ça va être plus du textuel. Factuel, là, mais... Ah, ben, c'est bien correct. non, c'est ça. Fait que, ben, on verra combien de temps on va te faire ça. Ben voilà, mais on peut partir ça tout de suite. Donc, numéro 24 de la collection Critérion, High and Low, qui est un film de Akira Kurosawa, notre deuxième de la collection, mais certainement pas le dernier. C'est un film japonais de 1963. C'est un film, disons, crime, drame, mystère, policier, un thriller policier, une enquête là, qu'on voit se développer au fil du récit. Il est d'une durée de 143 minutes, un format noir et blanc. Sauf un petit moment dans le film, je vais te laisser clairement parler de ça. C'est un 2:35:1. Le producteur est Ryuzo Kikushima, qui a travaillé beaucoup avec Akira Kurosawa. Le scénario est bien sûr signé de Akira Kurosawa, mais aussi avec Hideo Oguni, Ryuzo Kikushima et Eijiro Isaita, qui ont travaillé tous ensemble là, dans plusieurs projets de Kurosawa ou des films avec Toshiro Mifune, qui sont peut-être pas indissociables de l'autre, mais définitivement. Mifune a quand même fait avec Inagaki là, la trilogie de Samurai. Mais bon, j'ai l'impression que quand on va avancer dans les Kurosawa, ça va toujours être Mifune qui va être la tête d'affiche, mais bon, à voir, là, mais selon nos petites recherches jusqu'ici, ça me semble être pas mal ça. Le scénario, par contre, a quand même un petit crédit au roman de Ed McBain, qui est un auteur qui a plusieurs pseudonymes, là. J'avais vu Ivan Hunter, puis après ça, j'ai vu Ed McBain, mais il y a comme à peu près 12 noms là, sous lesquels il est connu. Par contre, ce gars-là est aussi celui qui a écrit The Birds de Hitchcock et Certain Columbo. Là, c'est fini de jouer dans mais mon enfance. Est-ce que c'était des romans qui ont été adaptés par la suite? Ou tu sais pas? Je sais pas, je me suis pas rendue là dans la recherche. Là, je pourrais le chercher plus tard dans tes sections, là, mais bon, bref. La musique est signée Masaru Sato, qui a fait beaucoup d'Akira Kurosawa, mais aussi pas mal de Godzilla, donc on va avoir l'occasion de revoir ça parce qu'il y a un beau coffret Godzilla dans la collection. Peut-être qu'on va l'acheter un jour parce que c'est ça, là, c'est notre première émission depuis qu'on a fait un achat, que je t'ai forcé à faire un achat impulsif. On s'est procuré le numéro 900 en fait de la collection Critérion qui est c'en est tout un là. C'est 100 ans de films des Olympiques, donc c'est presque toutes les éditions des Olympiques en Blu-ray, donc des films là, chacun
qui font une espèce de recap, là. Je sais pas trop à quoi m'attendre nécessairement, mais c'est un gros coffret. Il y a 53 films, il y a un livre, tout le kit. Ça a coûté cher. On l'a pas reçu encore. On va le recevoir le 1er juin, probablement, quand l'émission va jouer. On va déjà avoir reçu le coffret, mais non, c'est ça, c'est un très bel achat. C'est des très belles images d'archives, là, je pense. On va pouvoir en revenir en masse d'ici le numéro 900. Ouais, c'est ça. Mais on sait pas trop comment on va structurer ça, honnêtement. Ouais, là, on réfléchit un peu. 53 films, ça va être dépendre, là, je sais pas. Mais on va avoir une petite pratique parce que je pense qu'au numéro 160, quelque chose comme ça, c'est les Olympiades de Tokyo qui font partie du coffret. Donc, pour le même prix, on a 2 numéros. C'est déjà pas si pire. C'est le numéro 164, là, il me semble. Fait que, en tout cas, je me trompe peut-être vu que c'est l'année 1964, là, mais c'est ça, j'ai bien. On va pouvoir déjà l'avoir pour ce numéro-là, puis se pratiquer pour puis le Godzilla, 900. Ben c'est ça, c'est un coffret qui est quand même spécial. Là. Les couleurs sont extraordinaires, c'est vraiment cool. Le dessin aussi, mais sa particularité, c'est qu'il est auteur double DVD. Là. Fait qu'imaginez un DVD normal, mais x2. Un coffret monstre! Oui, c'est ça. C'est un pun de papa. Ben, c'est clairement voulu. Là. Tu fais pas un petit coffret de Godzilla, c'était pour sortir 17 films. Il faut que ça soit huge, il faut que tu sois pas capable de le placer nulle part. Mais c'est orange, c'est bleu fluo, c'est rose. C'est ça, c'est des couleurs un peu éclatées. Bref, donc musique du gars qui a fait, du gars qui a fait quelques Godzilla. Direction photo de Asakuzu Nakai. Encore une fois, plusieurs collaborations avec Kurosawa, mais aussi Seven Samurai. Puis il a participé à des films de Inagaki également. Montage de Reiko Kaneko avec Akira Kurosawa sur plusieurs projets. Comme tous les réalisateurs, c'est ça, ils ont toujours la même petite équipe. Là, des fois, ça change, mais... Non, ben c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé, en fait. Décor Yoshiro Muraki, même chose. Les studios Toho, dont on a parlé plusieurs fois précédemment. Qui ont fait pas mal tous ces films, qui ont fait Godzilla, qui ont fait aussi... la trilogie du samouraï. Inagaki, je vais pouvoir y revenir Japon, finalement. Ouais, c'est ça, c'est un des plus grands. Il est encore en opération aujourd'hui. Là. Ce serait l'équivalent du Columbia, peut-être, ou du Paramount, je sais pas trop. Là, mais... peut-être, ok. Budget, je l'ai jamais trouvé, en fait. Fait que on va passer par-dessus. Par contre, ça a eu un box-office de 46 808 $. Très précisément. Fait que, c'est ça. C'est ce que Box Office Mojo m'a dit par rapport à ça. Donc, distribution, sans grande surprise, Toshiro Mifune dans le rôle principal de Gondo, qui est, on commence à le connaître un peu, là, c'est un des plus grands acteurs du Japon, qui va jouer dans 15 films de Kurosawa. À titre informatif, il y en a 17 de Kurosawa dans la collection, fait que il y a des bonnes chances qu'on le retrouve pas mal souvent. C'est aussi lui qui joue dans la trilogie de Samouraï dont on a déjà parlé, au numéro 14, 15 et 16. Il joue dans 1941 de Spielberg, mais sa carrière est pas mal concentrée au Japon. On est à veille d'écouter, là, on se rapproche. Oui, parce que c'est ça. Là, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle à ce beau projet-là, j'ai la chance de cohabiter avec un homme qui a de multiples projets en tête et on regarde aussi tous nos films en ordre alphabétique en ce moment. Et 1941, il est dans 2 films. Là. Il nous reste 50-50 avec Joseph Gordon-Levitt. Surtout moi, en fait, parce que c'est... j'essaie de remplir un peu ciné-histoire avec quelques critiques des films que j'ai, fait que c'est ça, là, 50-50, je l'ai vu je sais pas combien de fois, mais bon, je vais le réécouter juste pour être sûr que ma critique soit assez fidèle, mais bon, c'est ça, j'essaie de repasser un peu, d'écrire des critiques en même temps que de faire des critiques de Criterion, fait que c'est ça. On remplit le site tranquillement. Puis bientôt on arrive dans les A, Alvin et les Chipmunks, entre autres, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui suivra, et... 2 films pareils, hein, c'est vraiment... Même calibre. Comparable. Donc c'est ça, 1941 de Spielberg, plusieurs films, plus de films avec Hiroshi Inagaki que Kurosawa, mais c'est aussi beaucoup des films là, qui ont pas eu de carrière internationale, mais bon, Mifune, je pense que en tout cas on commence à être plus familier avec lui. Ouais, là, c'est déjà le reconnaît maintenant. C'est déjà le 5e film qu'on voit. 4e. Non, 5e, oui, c'est vrai, 5e. C'est déjà le 5e film en 25, là, en 24 qu'on voit de la collection. C'est ça, là, ça fait... je lisais un beau texte là, qui disait que Criterion devait bien l'aimer, cet acteur-là. D'ailleurs, il y a eu une collection pour ses 100 ans sur la plateforme de Criterion, mais c'est sûr que quand
t'es l'emblème d'un pays, puis que tu participes au plus gros projet de ce pays-là, sauf peut-être Godzilla, ben c'est sûr que ça t'aide à te faire connaître à l'international, disons. Là, c'est un très bon acteur, là, mais dans celui-là, il y a quand même un rôle effacé, du moins pour... J'imagine que tu vas revenir dans le résumé, mais c'est que le film est vraiment en 2, voire même 3 parties, là, puis il est beaucoup plus présent dans la première partie, qui est une espèce de huis clos, puis après, on le voit plus du tout pendant que l'enquête avance, là, mais ça, c'est le personnage principal, oui, là, mais de la première moitié du film. Fait que, en tout cas, puis je vais revenir aussi sur Mifune dans quelques secondes, là, parce que selon sa renommée internationale et tout ça, là, il y a un prix qui s'appelle le Toshiro Mifune, donc c'est ça. Il y a dans ce film-là Tatsuya Nakadai qui joue le chef détective Tokura, qui est dans le fond un grand acteur japonais lui aussi. Il a fait 11 films avec Masaki Kobayashi et 5 films avec Kurosawa. C'était au départ un grand fan là, de cinéma hollywoodien, voyageait une fois par année à New York pour regarder des musicals, donc c'est ça, puis un peu inspiré là, par les grands acteurs, un grand fan de Marlon Brando, puis dans les classiques là, il y a une petite apparition dans Seven Samurai, c'est son premier rôle au cinéma, il joue un samouraï qui marche dans un village tout simplement, donc on poussera pas plus loin. Il y a par contre une carrière qui est assez diversifiée, là. On parle de cinéma, télévision, théâtre. Il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1992. Il a une médaille ruban mauve. C'est une médaille japonaise, dans le fond, pour les gens qui ont atteint l'excellence dans leur champ respectif. Donc, il détient ça. Il y a aussi un prix Asahi, qui est sensiblement la même chose, et un prix Person of Cultural Merit, qui est à peu près aussi la même chose. Et finalement, c'est ça, il y a un prix Toshiro Mifune, il y a eu ça en 2015, et ce prix-là, dans le fond, c'est décerné aux acteurs qui sont les plus susceptibles de devenir, d'avoir un impact internationalement, inspiré évidemment par la renommée mondiale de Mifune. Il y avait dans le film Kyoko Kagawa, qui joue la femme de Gondo. Dans le fond, elle a souvent joué la compagne de Mifune dans plusieurs films et a participé à 3 Kurosawa. Elle a aussi une médaille ruban mauve qu'elle a eue en 88. Et finalement, Tsutomu Yamakazi, qui joue, dans le fond, sur IMDb, il est crédité là, comme Medical Intern. Ça nous a pris un petit moment avant de comprendre ce que ça voulait dire. Là, mais c'est le méchant du film finalement, le méchant infirmier. Lui, il a fait 3 films avec Kurosawa. Il a remporté le prix du meilleur nouvel acteur en 61. Beaucoup de prix d'acteurs de soutien aux espèces d'Oscars japonais là. Et aussi une médaille ruban mauve qu'il a eu en 2000. Rien de moins. C'est un peu sur Kurosawa. Je sais qu'on l'a déjà présenté pour Seven Samurai, là, mais tu peux nous en dire un peu plus, peut-être? Oui, mon Dieu, c'est vrai, je pensais que je l'avais lu, mais non, t'as bien raison. Donc, film par Kurosawa qui est, c'est ça, assez emblématique là, dans le cinéma japonais, mais aussi dans le cinéma du monde. Je pense que son nom a un bel écho. Là. C'est justement lui qui a fait Seven Samurai, qui est le numéro 2 dans la collection, donc c'est pas pour rien, encore une fois. Sa carrière au complet, il y a à peu près une trentaine de films qui sont tous des classiques là, incontestables du cinéma et évidemment du cinéma japonais. Il va se faire connaître internationalement avec Rashomon, que t'as vu, que t'as vraiment apprécié. J'ai acheté aussi. Il s'en vient, je pense que c'est le numéro 160. Ben, il s'en vient. Ils s'en viennent toutes. Ouais, c'est ça, ils s'en viennent toutes, là, mais mettons, lui, il va. Mettons, à 400, en haut de 300, mettons, ça sera pas cette année, peut-être même pas l'année prochaine. Là, fait que. Mais bon, ça risque d'être cette année, là, si on continue avec un rythme soutenu, mais ouais, Rashomon, c'est un excellent film. Ouais, j'ai bien avec Mifune, d'ailleurs. Qui d'autre? Non, j'ai bien hâte de le découvrir. Rashomon qui va d'ailleurs remporter la Mostra remporter des grands prix à la Mostra en 51, puis qui aurait incité les Oscars là, à ajouter la section meilleur film étranger dans leur compétition. Sinon, il a fait évidemment Seven Samurai, Kagemusha, Ren et Dreams, puis Yojimbo aussi. Il a 17 films dans la collection, ça je l'ai mentionné. Le prochain, c'est justement Yojimbo, qui est au numéro 52.
et qui sera suivi au numéro 53 par Sanjuro. Donc, ça risque d'être notre programme double de la 6e dizaine de 50 à 60. Ouais, puis aussi, il est vendu en tant qu'un programme double aussi de Criterion. Ils ont un coffret, je sais pas si on peut les acheter individuellement, là, mais ça, c'est vraiment un coffret Sanjuro Yojimbo. Ce qui est pas le cas nécessairement pour les autres double feature qu'on a vus, là. Non, effectivement. En tout cas, non, je pense pas. Fait que, voilà. Kurosawa, puis celui-là, High and Low, il clash un peu parce que c'est pas un film de samouraï. Mais non, puis on pourra revenir là-dessus sur nos impressions. Là. Justement, je m'en allais là-dedans, dans mes impressions. Enfin, on reviendra plus tard. En ce qui concerne la version Criterion, on l'a regardé, nous, sur la plateforme. Ouais. On n'a pas regardé les bonus, là, mais bon, parce que, tu sais, il était pas si intéressant que ça, j'avais l'impression, là, parce que, tu sais, des commentaires audio, faut que tu veuilles, là, réécouter le film deux fois. Surtout qu'il est quand même assez long, là, 2h20, quasiment 2h30, là, fait que, bon, on a repassé là-dessus, là, puis je pense qu'ils ont pas tous ceux que tu vas nommer sur la plateforme non plus, là, fait que ça, je te laisse. Ça se peut, oui, j'y vais, dans le fond, version restaurée, évidemment, qui est en haute définition, puis qui est digitale aussi, avec les trames audio originales sur l'édition Blu-ray. Commentaire audio par Kurosawa, documentaire de 37 minutes sur le making-of du film, dans le fond. Puis c'est dans une série de Toho là, qui s'appelle Toho Masterworks, puis celle-là spécifiquement est sur Kurosawa. Une rare interview avec Mifune en 84, une interview avec Yamakazi qui est le vilain du film. Les bandes annonces, celles du Japon et celles des États-Unis, et un essai du critique Geoffrey O'Brien. Puis dans l'édition Blu-ray, dans le fond, il y a aussi un espèce de journal de tournage qui est fait là, par un professeur de cinéma japonais qui est Donald Ritchie. Ouais, Donald Ritchie, je pense qu'il a écrit beaucoup pour Criterion aussi. Là. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'était pas le même expert que celui des samouraïs là. Pour la trilogie. Non, c'est ça, ouais. C'était pas le même, mais bon, un autre expert du cinéma japonais, faut-il le croire. Mais non, c'est parce que c'était plus un expert sur... Mifune, ouais. Sur Musashi Miyamoto. Ouais, c'est ça, exact, parce que c'était plus sur les samouraïs de sa en général. Vie qui parlait, là, puis de son livre, puis tout ça, puis de ses préceptes, etc. C'est vrai. Donc, merci de me ramener à l'ordre. Non. On peut parler du film tout de suite. C'est ça, le film, comme on l'a dit, c'est pas un film de samouraï, c'est vraiment une espèce d'enquête policière qui se divise en deux parties, mais en tout cas c'est 2 ou 3 parties dépendamment de comment on voit ça là, moi je vois ça en 3 parties. On peut, ok, je peux changer pour 3 parties. Non, c'est correct aussi parce que la deuxième puis la troisième sont évidemment plus reliées, mais bon, on va dire en 3 parties. Dans la première, on suit l'industriel Kingo Gondo, donc qui est Toshiro Mifune, qui tente de prendre le contrôle de la majorité des actions de la National Shoes Company, dont il est déjà actionnaire, mais il y a une petite part des actions au total. Je pense qu'il y a 13 ou 19%. Ouais, quelque chose comme ça. Puis, en fait, c'est qu'il y a un petit conglomérat à l'intérieur des actionnaires qui veut, disons, revamper un peu la compagnie en offrant des souliers de moins bonne qualité, ce que un vieil actionnaire aussi grincheux que le conglomérat n'aime pas, ils savent qu'il sera pas d'accord avec lui, donc ils ont besoin de l'accord de Gondo pour justement que le poids des votes fasse pencher la balance pour ce changement de direction, mais évidemment Gondo est pas très non plus d'accord avec ça. Il trouve qu'il préfère, même si ça rapporte moins de profit, il veut faire des souliers de qualité plutôt que de l'espèce des souliers parce que comme ils le disent aussi dans le livre, dans le film, ils disent là, à quoi ça sert de faire des souliers qui se maganent pas, les gens en rachèteront pas, ce qui est évidemment le principe de base. C'est le principe de base de l'obsolescence programmée, là, que ce soit avec des cellulaires, que ce soit avec des électroménagers, comme notre sécheuse qui casse quand on l'a acheté il y a 3 mois, là, tu sais. Alors que celle qu'on avait, qui datait de début des années 2000, elle a jamais cassé. Puis qui était d'une compagnie qu'on connaissait même pas en plus. Là, mais c'est comme ça avec tout. Tu sais, je fais une petite parenthèse. Là, je me rappelle dans mes cours au cégep où Histoire de l'art quand même, puis on parlait de ça justement. On parlait des vieux électros des années 60, quand ça a commencé dans le fond. Puis les profs nous disaient, tu sais, prenez n'importe quoi qui appartient à vos grands-parents, ça cassera jamais. Puis c'est vrai, tu sais, on avait des
des électros de ma grand-mère qui étaient brun-beige, un peu dégueu, que je voulais plus avoir, dans le fond. Puis finalement, les nouveaux qu'on a ont pas toffé, tu sais. C'est comme... c'est avant qu'ils commencent à comprendre que quand ça casse pas, le monde achète plus. Fait que, dans le fond, exactement. C'est après ça que ça s'est mis à dégringoler. Enfin. Puis c'est ça, donc bon, évidemment des souliers aussi, ça finit par se maganer à un moment donné, mais bon, il veut faire de la meilleure qualité. Donc puis excuse-moi, c'est des souliers de femmes aussi. Oui, des souliers de femmes. C'est pas des souliers normaux là, c'est juste des talons hauts pour femmes là. Ouais. Puis Gondo, évidemment, c'est ça, il veut pas nécessairement prendre cette direction-là, puis il décide d'hypothéquer tout ce qu'il possède pour avoir assez d'argent pour acheter d'autres actions, les actions des autres actionnaires, pour pouvoir faire un contrepoids contre le conglomérat des autres actionnaires qui veulent changer la direction. Donc voilà. Donc ça coûte 50 millions de yens pour racheter tout le monde. Donc juste... En fait, c'est pas tant qu'ils rachètent leurs actions, c'est que eux à 4 avec l'autre gars, dans le fond, il y aurait 46, puis lui avec ce qu'il veut acheter, il y aurait 47. Ouais, c'est fait ça. Que dans le fond, ce qu'il voulait, c'est juste, c'est pas tant... C'est plus, c'est ça, c'est avoir plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est essentiellement devenir majoritaire aussi dans la compagnie. Donc juste au moment où il doit envoyer le montant à l'un des actionnaires pour acheter ses parts, son fils se fait kidnapper contre une rançon de 30 millions de yens, ce qui évidemment met un peu mais en tout cas ça complique un peu le plan qu'il veut faire, mais il se rend compte assez rapidement par contre que c'est pas son fils qui a été kidnappé, mais bien l'enfant de son chauffeur, qui les deux enfants sont bien amis, donc c'est ça, le kidnappeur a confondu les deux. Puis là, Gondo se retrouve devant un dilemme moral, payer la rançon pour l'enfant de son chauffeur, même si cela le ruinerait, ou ne pas payer puis poursuivre son plan, ce qui serait la version plus individualiste, disons, de voir la situation. Bon, là, il se questionne pendant une bonne partie du film. La police est impliquée évidemment dans l'histoire, et il va avoir une série de péripéties qui vont faire en sorte que Gondo va finalement payer puis être élevé au rang de héros au Japon, disons, ou dans la ville, mais il va perdre sa compagnie puis les parts qu'il possédait. Donc il perd à peu près tout, mais bon, il le fait pour une bonne cause, disons-le. La deuxième section, elle, est plus centrée sur des procédures de la police pour retrouver le coupable. Ils veulent retrouver l'argent évidemment, mais ils veulent retrouver le coupable, c'est ça, l'emprisonné. Donc on suit un peu l'enquête ingénieuse des policiers, puis la troisième partie, mais c'est ça, deuxième, troisième, ils sont un peu imbriqués là, mais c'est que la police va faire un coup monté pour essayer de capturer le kidnappeur en plein délit, donc pendant qu'il essaie de tuer deux de ses complices qui sont déjà morts en fait, mais bon, la police essaie de stager quelque chose pour le prendre en délit, puis ainsi pour qu'il y ait une plus sévère peine d'emprisonnement ou même la peine de mort en fait, alors que si il avait juste été arrêté au moment où les policiers l'ont trouvé, il y aurait juste eu peut-être 15 ans de prison. Donc c'est vraiment pour augmenter la peine que le service de police décide de lui tendre une embuscade. Mais en plus, c'est ça, c'est que je dirais 3 parties, parce que j'avais l'impression que le film finissait quand on arrivait justement dans la maison où le petit gars dit qu'il était captif dans le fond là. Puis finalement, il y a comme un autre twist à ce moment-là où on découvre des personnages qui sont morts, puis là ça repart comme une enquête, puis c'est un peu pour ça dans le fond ils ont comme le upper hand là, sur le kidnappeur, fait que c'est pour ça qu'ils vont utiliser ça dans le fond pour le capturer en faisant semblant qu'il avait écrit une lettre puis tout ça dans le fond, puis s'il les avait pas découverts, c'est là tu sais, la décision vient de ce moment-là, puis à partir de là c'est vraiment différent dans le fond, fait que c'est pour ça que je le vois personnellement non, je comprends totalement, c'est ça, parce que finalement c'est ça, il y a comme une espèce de montée de tension là quand on arrive à cette maison-là, puis finalement
là, ça repart, tu sais, puis c'est quand même assez... c'est long comme film, pour vrai. Ouais. C'est long, mais j'ai pas trouvé ça long. Mais j'ai trouvé ça long à partir de là, en fait, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on y arrivait, dans le fond, puis tout portait à croire que c'était ça, puis finalement, ben, ça repart, un nouveau souffle. C'est comme un peu Parasite, là, il y a comme tellement de nouveaux détours, puis de nouveaux genres qui sont exploités, puis tout ça, puis en tout cas, j'avais un peu... ben, tu peux nous en parler, parce qu'on serait rendu, ça parler des impressions, mais comment t'as trouvé ça, justement? Ben, en fait, je vois tes points aussi, là, puis je vais peut-être en piquer un ou deux. Je pourrais intervenir. Moi, ça m'a fait penser beaucoup, la première partie, justement, là, où c'est plus un huis clos, on est dans la maison de Gondo, on pensait au départ que le film serait là tout le temps, parce que c'est quand même long, là, on a une bonne heure, certains, nous... Ben, j'ai lu 40 minutes, mais ouais, c'était long, quand même. Disons 1 heure, mettons. C'est un plan, une espèce de... C'est un huis clos, mais pas juste dans la maison, mais surtout dans le salon, dans une des pièces, parce qu'il y a d'autres personnages qui interagissent dans d'autres pièces, mais on les voit pas nécessairement, là. Un petit peu des fois, là, mais non, en tout cas, très brièvement. Ça me faisait penser à Carnage, qu'on a vu il y a un petit moment, là, de Roman Polanski. Avec Kate Winslet, Jodie Foster, John C. Reilly, puis Christoph Waltz. Ben voilà, c'est 4 parents, dans le fond, qui sont dans un salon. Le film dure à peu près, je sais pas, 1h30, puis c'est juste leurs échanges dans le salon sur le fait que leurs enfants se sont battus à l'école, c'est tout, tu sais, puis en tout cas, ça me faisait penser à ça pour le setup. Sinon aussi, je vois t'as écrit ça ressemble à une pièce de théâtre. Ben oui, effectivement, surtout si on s'était concentré là, vu qu'on se déplace puis tout ça, ben ça perd un peu ce feeling, mais la première partie, clairement, oui. Ben, mais tu sais, à cet égard-là, vu que tu prends mon point, je vais en profiter pour plugger mes éléments, mais tu sais, c'était... Oui, la première partie est très théâtrale, puis j'aurais aimé ça, voir une pièce de théâtre, un peu de ça, mais je trouve que ça allie bien, mettons, les différentes fonctions que peut avoir le cinéma. Oui, c'est, tu sais, mettons, dans les débuts du cinéma, il y avait beaucoup de théâtre filmé, là, où, tu sais, ça en est un exemple, tu sais, juste comme ça aussi, le film Oscar, avec mon Louis de Funès, qui est très... C'était une pièce, on sait que c'était une pièce à la base, puis ça donne vraiment une espèce de pièce qu'on regarde à la télé. Mais c'est ça, le cinéma permet de sortir un peu de ce cadre-là des pièces, puis c'est là que je trouve que ça prend une plus-value, même à la limite, l'espèce de procédure de police peut être imbriqué dans cette pièce de théâtre-là, mais c'est vraiment le 3e acte qui fait en sorte que, comme là, on sort vraiment dans la ville, on sort des cadres, puis tu sais, ça, je trouvais ça bien d'allier ces deux genres-là, puis c'était vraiment, tu sais, si c'était, parce que là, c'est inspiré d'un roman, en fait, mais si c'était une vraie pièce, là, c'est vraiment sharp, là, je trouvais. Tu sais, c'est vraiment de qualité Shakespeare, là, tu sais, qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de profondeur. Les personnages sont quand même assez approfondis. On comprend les motivations de tout le monde. Je trouvais que c'était vraiment comme très très sharp, tu sais, le mouvement aussi des acteurs dans le cadre de la caméra. Tu sais, souvent quand il y a un téléphone, ils sont 5 autour du téléphone, mais sont placés pour faire en sorte qu'on puisse tous voir leur visage, mais qui sont pas nécessairement tous face à la caméra. En tout cas, le mouvement des gens se fait très théâtral, mais c'est ça, c'est une pièce qui est très très... tu sais, même toute... c'est très chorégraphié, évidemment, mais même la scène où on paye la rançon dans le train, tu sais, c'est très... très très bien filmé, je trouvais, puis c'est vraiment, tu sais, j'aimerais ça voir ça au théâtre, là, pour vrai, là, c'est surtout que c'est une pièce moindrement originale, là. Oui, elle emprunte du roman, mais comme c'est une pièce... Mais je pense que ça se prête très bien, tu sais, à ce genre-là. Ça pourrait ressembler quasiment au Columbo qu'on est allé voir l'année passée ou il y a 2 ans, là. Ouais, avec Serge Postigo. Mais, ouais, j'ai une petite passion pour Columbo. Ça fait plusieurs fois qu'on... Tu m'en as fait écouter un, d'ailleurs. C'était assez bon. Ça se passait dans l'univers du cinéma avec plein d'effets spéciaux, c'était extraordinaire. Mais bon, magique. Mais c'est ça. Non, c'est un bon film, mais c'est un peu long justement quand on s'attend à ce que ça se close, puis finalement c'est pas le cas. Par contre, c'est super bien fait. La 3e partie, je pense qu'elle est le fun à voir aussi. Tu sais, ils suivent là, puis sont contrairement à d'habitude dans tout le reste de ce genre de film là, il y a pas un gars qui le suit dans ville, sont comme 8, tu
sais, puis mais... ils ont chacun leur rôle à jouer, là. Il y en a un qui va fumer, il y en a un qui va être au bar, il y en a un qui va s'acheter des fleurs, tu sais, puis c'est ça, tu voulais ouais, non, mais c'est juste que moi, c'est dans cette troisième partie-là aussi que je trouvais que ça ralentissait un peu, mais en y repensant, je trouve que c'est vraiment habile, parce que c'est une scène où il y a pratiquement aucun dialogue, en fait. Quand on suit dans le bar, tu veux dire? Partout, en fait, dans tous les endroits, tu sais, c'est juste les gens de police qui parlent un petit peu, mais essentiellement, on fait juste suivre l'action, tout est muet, il n'y a pas de dialogue, il n'y a absolument rien qui se passe, puis ça dure quand même une bonne demi-heure, quelque chose comme ça. Puis c'est ça ralentit parce que là, il se passe pas grand-chose, mais comme plus j'y repense, puis plus je me dis que c'est vraiment habile parce que je sais pas exactement pourquoi, là, mais tu sais, j'ai repensé souvent à ce segment-là, puis on va le voir aussi dans les références que je vais mentionner, mais ça a été repris aussi à quelques reprises, puis donc il y a plusieurs éléments là-dedans, mais c'est sûr que c'est ça, c'est comme trois sections vraiment complètement distinctes, là, on est dans le drame dans la première, dans la deuxième on est vraiment dans l'espèce d'enquête policière, puis la troisième ça prend une twist assez dark, tu sais, il y a du monde qui meurt, il y a plein d'affaires qui se passent. La deuxième je la trouvais vraiment le fun parce que on apprend des bouts, tu sais, c'est là où on analyse le son du rail du train pour savoir où est-ce qu'on était, puis là c'est de l'enquête clever on est dans que CSI. J'aime beaucoup. non mais pas loin. Pas tant, Law and mais on est plus dans comme Sherlock où, tu sais, on est dans la déduction, on est dans comme si écrit, tu sais, là, c'est pas tant là qu'il trouve la lettre des junkies, là, qu'on voit plus tard, mais, tu sais, si c'est écrit de telle façon, ça veut dire que ça shakeait un peu, il était sûrement en train de redevenir sain, lucide, puis tout ça, tu sais, il y a plein de déductions, j'aime vraiment ça, c'est CSI. Je sais que, écoutez-la pas, c'est CSI. Non, c'est pas, CSI, c'est pas ça. CSI, c'est des preuves... crime scene investigation. Oui, je suis d'accord, mais moi, je le regardais beaucoup, CSI, mais c'est pas tant ça. CSI, c'est des analyses de sang à la Dexter. Mais ce que j'aime de ce genre de moment-là, dans le fond, de la deuxième partie, c'est que là, ils vont... voir la voiture qui a été retrouvée. Mais ok, on va chercher sur l'autoroute tous les propriétaires des voitures comme ça. Parfait. Celle-là s'est fait voler sa plaque. Est-ce qu'il y a des déclarations d'auto volées? Oui, il y en a eu une dans les 24 heures suivant la déposition. Tu sais, il y a comme... On avance à des pas qui sont le fun à faire, j'ai l'impression, puis c'est pour ça que je dis plus Sherlock au niveau de déduction, là. Sherlock, c'est juste hallucinant. C'est pas de la déduction, c'est plus c'est une enquête traditionnelle, je trouve. Mais c'est de la procédure, c'est de la... Mais c'est le fun, oui, c'est le fun, c'est vraiment super bien le fun. fait, tu sais, je sais pas, je pense que je réussis peut-être pas à le faire passer, là, mais... c'est comment c'est fait, c'est les éléments qu'ils vont chercher pour avancer qui sont comme super cool à suivre, puis c'est ça, non, c'est vraiment le fun de voir ça se dérouler, puis mais c'est ça, c'était comme vraiment vraiment bien fait, puis la scène dans le bar où il assiste à un échange de coke, je pense, d'héroïne, qui est, mon Dieu, c'est tellement bien fait. C'est vraiment, ça se passe pendant un twist avec, tu sais, ils ont dans leurs mains, en twistant, ils ont la drogue puis l'argent, puis là, ils font juste danser ensemble puis s'échanger ça, puis c'est vraiment bien, puis même les policiers, ils savent même pas si l'échange a eu lieu parce que ils ont rien vu, mais ils étaient là, tu sais, en tout cas, puis tout ça dans le silence, encore une fois, là, c'était vraiment très bien fait, puis ben la troisième partie, je suis d'accord que ça ralentit peut-être un peu, mais tu sais, c'est quand même le fun, l'espèce de coup justement avec la lettre des junkies est bien fait, donc c'est ça. Puis en même temps, mais c'était le fun de voir Mifune dans un autre type de rôle aussi, parce que là, c'est justement, on l'a dit, c'est pas un film de samouraï, puis c'est un rôle beaucoup plus sérieux là, que celui de Seven Samurai, mais dans la trilogie, ben c'était déjà le cas. Mais là, on est ailleurs, là, dans une compagnie de souliers, on n'est pas à la même place du tout, là, fait que ça fait le tour, je pense, assez complet de mes impressions. Ben, tu sais, c'est ça, j'ai pu intervenir à une couple de reprises, mais moi, c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Parasite, notamment parce que le titre High and Low fait référence à la fois entre la haute société et la basse société. C'est ça, le Heaven and Hell, là, qui est d'ailleurs qui était l'un des titres envisagés aussi. Tu sais, dans Parasite aussi, c'était un peu ça, l'espèce de grosse maison au-dessus de la colline, puis alors que les
les employés de la famille riche viennent de la basse société un peu, puis ils se font inonder quand ils mouillent, des affaires de même. Donc ça m'a rappelé ça aussi, en plus de jouer avec plein de genres là. Ouais, ben, en fait, tu disais Heaven and Hell, mais le titre en français, là, mon IMDb est en français, là, c'est entre le ciel et la terre, genre, là, tu sais, c'est vraiment... le ciel et l'enfer, pardon. Donc, on l'a gardé, finalement. Puis, c'est ça, oui. Puis, ce que tu disais sur Parasite, c'est pas juste qu'ils se font mouiller quand il y a de la pluie, là. Ils se font inonder, là. Non, mais il y a le reflux des égouts, là. C'est dégueulasse, l'appart est juste bourré de tout ça, là. C'est super propre. Puis le lendemain, la madame de la famille riche qui dit « Ah, mon gazon est vert, merci l'inondation d'hier. » Tu sais, en tout cas, c'était un godsend d'avoir eu de la pluie, là. En tout cas, c'est à peu près ça, mais tu sais, je trouve que c'est pas très... Les riches sont pas si caricaturales que ça, là, disons, là. Mais bon, c'est une belle critique aussi de la société japonaise de l'époque. Il y a aussi le méchant, surtout dans le 3e acte qu'on voit, qui porte ses lunettes fumées noires aussi, qui est pas sans rappeler ceux qui l'auront vu, le film Sin City, donc le personnage d'Elijah Wood, qui est aussi le méchant du film. Il a exactement la même coupe de cheveux avec les mêmes lunettes fumées, donc puis c'est ça, c'est tous les deux des méchants là, qui fait un peu référence au fait que le méchant pourrait être votre voisin, puis vous le sauriez pas, là. Puis tu sais que c'est quelqu'un d'ultra banal, mais en tout cas c'était très esthétique de sa part, des grosses lunettes, c'est ça qui font des reflets là, qui sont quasiment des miroirs. Donc j'ai trouvé ça quand même assez bien. Puis ben c'est ça, tu sais, ça m'a étonné de voir Kurosawa parler de drogue. On voit de l'overdose d'héroïne quelques reprises. Tu sais, c'est quand même... ça prend une tournure assez rapide. Tu sais, au début, on pense qu'on est dans une espèce, c'est ça, de la pièce de théâtre, puis là, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va sortir du kidnapping? Puis rapidement, après presque une heure, là, ça prend une tournure complètement différente. Puis il y a plusieurs personnes qui ont critiqué un peu ce problème de rythme-là, parce qu'en fait, le kidnapping est pas mal réglé après les 45 premières minutes. Puis ce qui enlève un peu de la tension. Tu sais, après ça, c'est juste de la procédure. Il n'y a pas vraiment de tension parce que tu sais, le criminel, on se doute qu'il va pas nécessairement récidiver vu qu'il a eu son argent ou rien. Donc ça enlève un peu de tension, oui, mais moi j'ai vraiment quand même aimé ça de voir comment est-ce qu'ils font pour l'intercepter. Puis non, moi c'est pas vraiment là que ça a ralenti, mais bon, c'est ça, il y a plusieurs personnes qui ont critiqué le film pour avoir ralenti à ce niveau-là. Mais bon, moi j'ai vraiment très apprécié. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant que je passe aux informations. Non, non, tu peux y aller. Ben c'est ça, là c'est sûr qu'on n'a pas dit non plus tous les éléments du film. Je m'excuse s'il y a des éléments d'information que je donne qui parlent de scènes qu'on n'a pas mentionnées, mais bon, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Justement, ce troisième acte-là contenait à l'origine beaucoup de dialogues, mais Kurosawa a décidé de les couper, ce qui est une bonne décision, je pense. Là. C'est ça, on voit vraiment juste du point de vue de la police, on voit le criminel bouger, puis se promener, faire des deals de drogue, et même rencontrer Gondo à une intersection quelconque. Si on l'avait pas tant remarqué, j'avais remarqué en fait qu'on mettait l'accent sur quelqu'un qui était là, mais bon, vu que c'est très éloigné, j'avais pas trop compris, mais j'ai lu par la suite que c'est ça, les deux se rencontrent dans la rue, alors que les deux sont maintenant dans la basse société, vu que l'autre a perdu son 30 millions. Hein, oula! Voilà, mais il y a une rencontre entre les deux, mais c'est ça. Donc tu l'avais mentionné que c'était basé sur le roman King's Ransom par Evan Hunter, qui est en fait Ed McBain, le contraire en fait nom, là, mais, c'est ça, c'est au nom de Ed McBain, mais son vrai nom c'était Evan Hunter. Le montant de la rançon qui était de 30 millions de yens équivaut à 2,8 millions américains à l'époque là. C'était quand même beaucoup en 63. Voilà. Au niveau du film, justement, il y a une bonne partie de la musique qui a été réutilisée qui a été utilisé à partir du film The H-Man de 1958, qui est un film de science-fiction japonais, probablement des studios Toho, encore une fois. La plupart des scènes qui se passent dans le train ont été tournées en direct, donc avec dans le Kodama Super Express. La plupart des gens qu'on voit sont des vrais passagers. Puis Kurosawa a pris soin aussi de prendre un train qui avait beaucoup de passagers riches aussi, là, donc parce que c'est ça, il y a une très belle scène où il doit payer la rançon, puis il doit pitcher, justement, il doit lancer l'argent à l'extérieur de la fenêtre du train pour que quelqu'un sur le bord de la track
puisse récupérer l'argent. Donc c'est quand même très bien tourné ce moment-là aussi. J'ai vraiment aimé. Mais tu vois, ça encore une fois, on est dans le clever là, dont je parlais, parce qu'ils se font demander de plein de coupures spécifiques, pas des numéros qui se suivent évidemment. Là. Ceux qui ont travaillé dans les caisses vont comprendre de quoi on parle. Mais aussi, ils se font demander dans le fond de mettre ça dans 2 valises séparées de pas plus que 1 pouce et demi, je pense, ou 2 pouces là. Pour que ça puisse entrer sortir de la fenêtre. Au début, on comprend pas pourquoi, tu sais, puis finalement, ils ont jamais été dans le train, ils étaient à l'extérieur, puis les fenêtres ouvrent de la largeur qu'ils ont demandé. Fait que c'est là que je disais, on est dans les éléments qui sont le fun, là. Tu sais, on est dans quelque chose qui se peut pas, là. Ça se non, peut. Mais c'est quasiment comme des heist movies, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est un film que j'aurais vu Alfred Hitchcock réaliser, mettons, là. Tu sais, quand tu penses à Kurosawa, tu penses pas à ce film-là. Tu sais, ça fait penser à Lady Vanishes, ça fait penser à d'autres des films d'Hitchcock, là, tu sais, l'espèce, moins dans l'horreur, mais plus dans le thriller, dans le suspense. Donc, moi, c'est ça. Ça me fait penser beaucoup à un film d'Hitchcock. Pour les scènes dans la maison de Gondo, c'est-à-dire pas mal la moitié du film, on a construit un studio à Yokohama, surtout pour les scènes nocturnes. Pour les scènes de jour, en fait, il a aussi été tourné dans un studio, mais c'était vraiment un studio qui surplombait la ville. Donc, la vue qu'on a du salon de Gondo, c'est vraiment la vraie vue qu'il y avait du studio à cette époque-là. Kurosawa met encore un orage vers la fin du film aussi pour rajouter l'aspect dramatique du tout, comme on a pu le voir dans Seven Samurai, alors que la bataille finale se déroule sous la pluie. Même chose pour dans Rashomon, que t'as pas vu encore. Mais bon, il y a beaucoup de pluie aussi là-dedans. La grille que le kidnappeur touche à la fin du film, parce que le film se termine en fait sur une... j'aurais peut-être pu le dire dans mes impressions aussi, mais le film se termine avec un entretien entre Gondo et le ravisseur, le kidnappeur, qui a été finalement sentencé, c'est quoi, sentenced, en tout cas. Qui a la peine de mort. Ouais, c'est ça. Puis les deux se rencontrent un peu à la fin à travers un grillage là, à la prison. Puis on le voit, c'est ça, s'agripper après la grille, puis là, un peu, je sais pas, devenir... ça l'électrocute. Ouais, c'est ça, mais c'est jamais dit, là, mais c'est que la grille était vraiment électrifiée, puis l'acteur savait pas, fait que ils ont arrêté la scène après, mais bon, le film se termine quand même là-dessus. Puis à ce niveau-là, j'ai trouvé ça assez intéressant comme fin de film. Tu sais, c'est très... C'est pas comme les films modernes, on dirait que comme on essaie toujours de rajouter un twist à la fin ou de bien finir ça ou n'importe quoi. Tu sais, ici, il n'y en avait pas de twist à la fin, c'est vraiment la rencontre, puis le film se termine là-dessus, littéralement devant une baissée de rideau. Oui, parce que c'est ça, la vitre où le gars, dans le fond, ils sont chacun de leur côté, là, puis il y a vraiment un rideau de fer là, qui tombe de style magasin là, à New York. Puis là, on est laissé parce qu'en fait, on assiste à un Gondo qui, même s'il a retrouvé son argent, est quand même perdu toutes ses parts dans la compagnie, puis qui a dû retravailler pour une autre compagnie de souliers. Puis... pour faire concurrence. Ouais, c'est ça. Il essaie de remonter un petit peu, mais tu sais, c'est ça, il a pas mal tout perdu pour un enfant qui n'était pas le sien finalement. Puis là, tu sais, ça se termine vraiment avec la tombée du rideau. Puis là, on voit le reflet de Mifune qui est comme de dos à nous, mais on voit son visage dans le reflet. Puis le film se termine là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça d'une beauté exceptionnelle. Rien de moins. Mais c'est ça, tu sais, il y a pas beaucoup de twist and turn nécessairement. Là. C'est très, très linéaire, mais ça fonctionne incroyablement bien, à mon avis. Le ratio est de 2,35:1, comme tu avais mentionné, qu'on appelle souvent le cinémascope. Mais en fait, au Japon, c'était appelé le tooscope parce que c'était surtout ce studio-là qui utilisait ce ratio-là depuis la création de la cinémascope en 1953. Après la sortie du film, les kidnappings devenaient de plus en plus fréquents au Japon. Kurosawa a lui-même reçu des menaces concernant un éventuel kidnapping de sa fille. Et il va dire plus tard qu'alors qu'il a voulu mettre l'accent sur la sentence des kidnappeurs, des gens qui font ça, c'était une espèce de message pour que les sentences soient intensifiées face aux kidnappeurs. Il va être accusé d'avoir été l'un des facteurs d'augmentation. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent.
Martin Scorsese voulait en faire un remake en 1999, mais le projet est toujours un peu sur la glace. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été impliquées là-dedans, dont Mike Nichols, qui a fait The Graduate. Mais bon, il est mort aujourd'hui, fait que ça aura clairement pas lieu, mais peut-être que Scorsese va pouvoir éventuellement relancer le projet. Ça serait, tu sais, on chiale un peu que Hollywood est pas très imaginatif, puis ça serait encore une fois une preuve qu'ils sont pas imaginatifs, mais j'aimerais ça quand même voir... J'ai vraiment aimé ça. Le film est sorti aux États-Unis la semaine de l'assassinat de John F. Kennedy, donc je sais pas si ça allait affecter son budget au final, mais il y a des bonnes chances aussi. C'est la 10e et dernière collaboration de Kurosawa et de l'acteur Minoru Chiaki, qui a joué dans la plupart de ses succès, puis qu'on a vu aussi dans Seven Samurai. Il jouait l'un des samouraïs. Donc voilà, il est pas mort, ils ont juste arrêté leur collaboration, mais il a pas fait grand chose après Chiaki, après ce film-là. La scène où le kidnappeur va dans un bar de swing justement pour acheter de la drogue, comme on l'a mentionné, a été inspirée en grande partie de la scène mémorable de danse dans Pulp Fiction entre justement John Travolta et Uma Thurman. Donc voilà. Puis on va... certain, mais oui. Ça fait beaucoup de sens aussi, même s'il n'y a pas d'échange de drogue nécessairement, mais ils font un peu leur sortie du... En tout cas, la transition, la scène de danse puis la transition vers l'autre scène est identique dans les deux films. Il y a une brève scène en couleur dans le film, mais quand il est passé à la télévision, la plupart des postes l'ont laissé en noir et blanc, ce qui fait perdre un peu le principe de la... C'est super important en plus. C'est ça. Donc on vous dira pas nécessairement c'est quoi, là, mais c'est ça, il y a un petit peu de couleur, puis c'est quand même assez bien fait. Puis c'est un aspect important. On est presque dans le manteau rouge de la liste de Schindler. Donc c'est pas mal ça. Il y avait pas tant d'informations là-dessus. J'ai été surpris de voir qu'il était pas dans les 1001 films qu'il faut voir avant de mourir, parce que en tout cas moi je l'ai trouvé formidable, mais c'est sûr que Kurosawa a tellement de succès que ça devient difficile. On peut pas y mettre 30 films non plus dans les 1001 films, mais comme moi, en tout cas, moi c'est sûr que je vous conseille d'aller le voir tout de suite. Là, c'est vraiment une très belle histoire, puis c'est du bon théâtre. Quelques références dans la culture populaire aussi. Le paiement de la rançon, on l'a mentionné, lancer l'argent à travers la fenêtre du train, a inspiré la même scène où on paye une rançon dans Obsession de Brian De Palma et dans The Big Lebowski. Dans Obsession, c'est en fait dans une porte de bateau, je pense, ou une fenêtre de bateau, mais dans The Big Lebowski, c'est vraiment par un train, donc voilà. Dans Grave of the Fireflies, qui est un film du studio Ghibli, ils ont repris la scène où l'enfant trouve deux personnes mortes, donc où on trouve deux personnes, les deux complices qui sont décédés. Voilà, c'est quand même un sujet lourd, mais c'est présenté de la même façon en montrant les pieds de ceux qui sont morts, puis faire comme s'ils dormaient ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Dans Last Action Hero, qu'on n'a pas vu non plus, mais que c'est essentiellement l'histoire d'un jeune qui entre dans les films qu'il aime puis qui rencontre les personnages. En tout cas, je l'ai pas vu, je sais pas, mais ça disait pas c'était quoi la référence, mais clairement il doit avoir soit un des personnages ou soit il rentre dans le film. Mais bon, ouais, okay. Je l'ai pas vu. Le personnage du maire dans Isle of Dogs de Wes Anderson est fortement inspiré dans son design visuel, c'est un film d'animation on le rappelle, au personnage de Kingo Gondo, donc Toshiro Mifune. Ce qui fait aussi beaucoup de sens avec du recul. Puis il y a aussi, pour nous qui avons écouté The Deuce, il y a un poster du film dans le bureau de Harvey qui est joué par David Krumholtz. Ouais. C'est ça, la série The Deuce. Il y a d'autres posters aussi de films de Criterion d'ailleurs. Il y a Jules et Jim de François Truffaut. Il y en a un autre, mais je me souviens plus c'est quoi. Mais d'ailleurs, dans l'épisode final. Ouais, dans l'épisode final, c'est ça. Il y a un des films de Candy qui se retrouve finalement dans la collection Criterion, là, ce qui est pas vrai. Mais c'est vraiment le fun, ça, parce que, tu sais, dans la série, vers la fin, là, dans la dernière saison, on voit Candy qui a de la misère beaucoup là, avec son prochain film. Elle a de la misère à trouver du financement, refuse le financement de son chum multimillionnaire qui est joué par le gars dans House of Cards. Corey Stoll. En tout cas, puis c'est ça, puis on voit jamais vraiment comment ça évolue. On voit juste des affaires qui ont pas vraiment de sens, puis qui ça a pas l'air tant bon comme film. Puis finalement, en 2019, quand James Franco est à New York là, pour je sais pas quoi, qui décide de regarder des films porno pour voir comment ça a évolué, voit dans un journal que Candy est morte dans le fond, puis qu'elle avait été consacrée dans le Criterion avec ce film-là. Puis je trouve ça
bien puis plate en même temps, là, qu'on n'avait pas vu comment ça allait évoluer, mais que finalement, ben, elle a réussi à s'en sortir parce qu'elle était rendue big en cinéma, puis que, ben, c'est un film porno et Criterion, mais il y en a un d'ailleurs, un film produit par Pornhub. Un documentaire, par contre. Ouais, c'est un documentaire qui était quand même assez connu, mais qui a été tourné dans des clubs lesbiens, je sais pas, ça se dit-tu, un club lesbien, j'imagine, mais en tout cas, je trouve ça bizarre de mettre lesbien au masculin, là, en tout cas. Mais bon, voilà, donc c'est ça, il est pas encore annoncé officiellement, là, mais c'est ça, il y a un documentaire sur la pornographie à Los Angeles dans les années 90 et 2000 là, qui va devenir Criterion éventuellement, donc on vous tiendra au courant. Mais de douce, honnêtement, là, si vous avez pas vu ça, regardez ça, c'est une excellente série HBO qui a 3 saisons, là, c'est tout petit, c'est court, puis c'est bon, Colin, il se passe pas grand-chose, mais c'est l'évolution de c'est le même créateur que The Wire, donc c'est un bon show de qualité. Donc, pour ma part, moi, je vais lui attribuer la note de 4 étoiles et demie. Donc, c'est pas arrivé souvent à date. Il y a juste La Belle et la Bête et Le Silence des Agneaux que j'ai mis 5 étoiles, là, mais il y a juste La Belle et la Bête en fait que j'ai mis 4 étoiles et demie. Donc moi j'ai vraiment aimé ça. Oui, un petit ralentissement là, qui il est peut-être aussi un peu trop long à mon avis, mais s'il n'y avait pas eu ces petits détails-là, ça aurait pu être un 5 étoiles pour ma part. Mais bon, ça va être 4 étoiles et demie pour moi, et qui ne détrônera pas Le Silence des Agneaux, toujours en première place. Certain. Dans le fond, pour ma part, ça va être un moyen 3.5. C'était excellent. Un peu de longueur, par contre, justement... parce que je l'ai dit tantôt, là, on s'attend à ce que ça se termine, puis non. Mais les revirements de situation sont le fun. L'enquête est cool à suivre aussi. Mais c'est ça reste un très bon film, mais je serais pas prête à aller dans le 4 sur 5, donc 3.5 pour ma part. Ce qui, évidemment, ne détrône pas Le Silence des Agneaux. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qui va le détrôner. Ouais. Et à la question qui vous brûle les lèvres, malheureusement, non. Il n'y a pas de support dans ce film-là. Est-ce qu'il y en aura un dans notre prochain qui est Alphaville de Godard? C'est une question qu'on se pose évidemment. Alphaville qui va être, c'est ça, notre premier Jean-Luc Godard d'une série de plusieurs à venir aussi. On en a d'ailleurs un film de Godard de la collection Criterion, mais bon, il viendra pas tout de suite nécessairement. Donc Alphaville, restez des notes pour le prochain épisode de Ciné-Histoire hors série. Donc merci d'avoir été des nôtres. Merci pour notre premier switch de très bien fait ça. Puis ça s'est super bien passé. Donc prochaine fois, encore une fois, on a interchangé nos sections respectives. Puis c'est ça, Alphaville, Jean-Luc Godard, un film science-fiction noir, plein d'autres qualificatifs. On a très hâte de vous présenter ça. Donc merci d'avoir été des nôtres et puis à la prochaine fois. Salut.